suis très content aussi d'intervenir à mon tour dans ce séminaire. Effectivement, j'allais dire en fait la même chose que toi, hein, que ces occasions sont rares, d'autant plus que ce colloque n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier d'échanges autour de nos recherches en cours. Et même si, vous allez le voir pour certaines et certains, dans les cours qu'on a pu avoir ensemble, certaines de ces thématiques, j'ai pu en parler un tout petit peu sur le travail, sur Marx, sur la question du droit, un petit peu. Et en ce moment du cours sur Hegel, euh, c'est très satisfaisant et intéressant pour moi de vous parler aussi directement de mes recherches et d'avoir cette occasion d'échanger avec vous toutes et tous. Alors, j'ai appelé donc cette intervention les normes du droit du travail en France, une approche de philosophie sociale. Et dans l'introduction, je vais vous dire quelques mots de contexte déjà de cette recherche donc sur les normes du droit du travail. Hein. Pourquoi travailler sur cette question, dans quel contexte social, historique. Et puis aussi, c'est cette idée d'approche de philosophie sociale, vous dire quelque chose de la méthode, cette méthode particulière que moi-même et quelques collègues, notamment en France et en Allemagne, on appelle la philosophie sociale et qui est une méthode de philosophie politique spécifique. D'abord un peu le contexte, puis le programme. Alors, cette recherche de philosophie sociale du droit, je l'ai commencée dans le cadre de la contestation des lois travail, vous devez vous en rappeler, hein, successives en France, depuis 2016 surtout, et jusqu'à l'an dernier encore, hein, qui a été l'occasion, donc je vais présenter un petit peu ces lois travail dans l'introduction, qui a été l'occasion d'un débat pluridisciplinaire, théorique, mais aussi assez politique, hein, qui s'est invité dans eh bien, les mobilisations sociales, dans aussi l'espace médiatique, au sujet des normes du droit du travail en France. Si on pose cette question ces dernières années, philosophes, juristes, sociologues, historiens, historiennes, économistes, c'est parce qu'il y a du changement dans la législation et il y a des controverses et des conflits autour de ces réformes. Alors, je peux mentionner, hein, par exemple, pour peut-être que vous avez ça en tête, c'était vraiment les 5 dernières années, on peut mentionner la loi publiée le 8 août 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. On l'a appelée loi travail ou loi El Khomri en 2016. Et il y a eu à cette occasion une mobilisation avec des manifestations, des grèves, des blocages importants, et surtout une controverse, ce qui va nous intéresser là, une controverse autour d'un article. En fait, ça portait sur bien d'autres articles, hein, et ce qu'on peut appeler la philosophie de ces réformes, j'y reviendrai. C'est pas mon terme du reste. Mais une controverse autour d'un article, l'article 8, qui instituait une inversion de la hiérarchie des normes. En tout cas, il y a eu un débat disant mais cet article inverse la hiérarchie des normes en accordant la primauté des accords d'entreprise, des accords qu'il peut y avoir donc au niveau de l'entreprise entre salariés et employeurs, patrons, primauté sur les accords de branche et en réalité, hein, mais on va y revenir, une primauté aussi, c'était le risque, c'était la crainte et la controverse sur le code du travail. Donc ici, autour de cette diagnostic et de ce débat, eh bien, il y avait un conflit normatif. Hein. Les opposants à cette loi disant que c'est quelque chose de problématique et qui va contre la construction du droit du travail et du droit social, une régression. Et d'autres, au contraire, eh bien, disant soit il n'y a pas d'inversion des hiérarchies des normes, et donc la question c'est qu'est-ce que c'est que sont ces normes, qu'est-ce que ça veut dire, soit c'est une bonne chose, c'est plus démocratique, par exemple. Vous voyez, conflit vraiment autour de ces normes et de cette hiérarchie des normes, mais plus encore, il y a eu tout un débat hein, autour de publications dont je vais vous parler, autour du sens même de la normativité juridique, du sens même du fait qu'il y a finalement un droit du travail, et je l'aborderai tout à l'heure, hein, ça a été l'occasion, bien par exemple, de critiques disant le code du travail, donc critique plutôt du côté des partisans, enfin, de cette réforme, partisans du gouvernement
d'alors, disant le code du travail, il est poussiéreux, il est trop ancien, il est trop volumineux, ça pose un problème, c'est peut-être moins démocratique même une loi que des accords dans le cadre de l'entreprise, etc. Donc vous voyez, c'était juste en guise d'introduction, hein, je vais mentionner quelques autres lois, mais pour vous dire que c'est le sens même des normes du droit du travail qui a été remis en jeu depuis 2016 dans ces controverses. Alors depuis, mais c'est juste un rappel, hein, il y en a eu beaucoup, il y a eu des ordonnances. Code du travail, 28 novembre 2017, avec la même perspective et aussi un renforcement des pouvoirs de l'employeur dans le dialogue social d'entreprise, et puis une remise en question des protections des salariés contre les licenciements et la précarité, remise en question, c'est-à-dire un changement des seuils et des critères et des raisons. Ces réformes eh bien, vont jusqu'en 2020, hein, avec l'état d'urgence sanitaire. Vous avez sans doute entendu parler de ça, l'état d'urgence sanitaire, donc lié à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures sanitaires, mais aussi aux mesures sociales et économiques qui ont été prises, qui a été en fait cet état d'urgence prorogé jusqu'à une nouvelle prorogation très récemment, le 16 février 2021. Et ici, ce qui concerne le droit du travail, c'est notamment eh bien, un assouplissement, comme c'est le terme hein, qui est souvent pris par les partisans de ces réformes, des protections relatives au temps de travail, au temps de repos. Autrement dit, vous vous rappelez peut-être l'an dernier, l'enjeu, c'était de pouvoir, notamment en temps de crise, eh bien, imposer aux salariés, proposer et possiblement imposer le fait de travailler plus surtout dans certains secteurs dits essentiels, surtout à l'hôpital, et de prendre moins de temps de repos ou moins de temps de congé. Ok. Alors, c'est dans ce type de contexte, hein, je vais vraiment y insister beaucoup avec mes gros sabots un peu tout au long de l'intervention, les dispositions juridiques, les normes, les lois qui concernent conflit, hein, ces dispositions de conflit depuis 150 ans. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on peut poser des questions assez simples qui seront au centre de ce dont je vais vous parler. D'abord, qu'implique le travail de normes instituées par la loi? Cela n'a pas toujours été le cas. Le Code du travail, le droit du travail tel qu'on le connaît, hein, comme système relativement cohérent, eh bien, n'existe que depuis un siècle, en gros, un petit peu plus. Mais en même temps, au 19e siècle, et je vais vous en parler un peu, il y avait toutes sortes de régulations, par exemple dans les pratiques des prud'hommes, par exemple dans des pratiques locales. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire de passer de régulation sociale, juridique, mais pas très systématique, à vraiment un code du travail, à un droit du travail avec une cohérence des principes? Deuxième question, quelles sont ces normes? Quelles sont ces normes qui régissent la protection des salariés? Et là, il y a un débat. Le débat. Si on parle, donc je vais définir tout à l'heure plus en détail, normes, régime de normativité, etc. Bon, mais quels sont les principes pour ces normes? Est-ce que, par exemple, c'est le principe de la démocratie qui doit primer? Ou le principe des droits fondamentaux? Ou le principe du libre-échange, du droit de la propriété? Qu'est-ce qui doit donc dans ces normes du droit du travail? Et troisième type de question, et j'en viens déjà presque, enfin j'en viens déjà de fait, à la méthode de la philosophie sociale, dans une introduction que j'ai essayé, qui pourrait prendre 45 minutes, mais qui en fait va prendre 5 minutes, pour vous parler vraiment après de choses précises. Troisième question, sur quel diagnostic, sur quel conflit et quelles revendications ces normes ont été construites? Vraiment, c'est un des points de départ social du droit que je vais vous présenter là rapidement, c'est-à-dire on ne peut pas décontextualiser eh bien, des controverses théoriques actuelles ou même des principes bien ancrés, solidement ancrés, eh bien, de relation économique, celle des entreprises, celle des travailleurs, eh bien, qui leur donnent leur sens, et c'est à l'intérieur de ces conflits qu'on peut comprendre le sens de ces normes. Alors, quelques mots sur la méthode et
en fait, je vais aller très très vite sur, voilà, j'indique simplement, et puis je vous enverrai ça par mail ensuite, que eh bien, cet article et cette intervention s'appuient sur des travaux antérieurs, travaux collectifs aussi, hein, la recherche c'est toujours quelque chose de collectif, donc notamment un ouvrage collectif, un dossier qui s'appelle Les normes du droit du travail, qui paraîtra normalement dans 2 mois, dirigé par des collègues philosophes, Vincent Bourdeau, Luca Paltrinieri et moi-même, et avec des juristes, sociologues, historiennes, dont je vais un peu vous parler tout à l'heure. Alors, c'est quoi cette méthode? Et là, ça me tient assez à cœur de vous en dire plus, hein, parce que je peux parfois vous en avoir parlé, les L3 notamment, vous en avez entendu parler un peu, même les L2, même un peu les L1. Mais c'est une méthode spécifique. Alors, cette philosophie sociale, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle part de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Théorie juridique, histoire, sociologie, psychologie du travail, et ici particulièrement, eh bien, la question de la sociologie et de l'histoire du droit du travail sont des points de départ. La philosophie sociale ne discute pas de normes transcendantes, de normes définies a priori, en fonction de principes qui se fonderaient eux-mêmes, hein, mais elle part eh bien, d'une enquête sur la réalité. Elle peut y contribuer. Moi, je participe à des enquêtes, par exemple. Mais elle s'appuie aussi sur des enquêtes des sciences humaines et sociales pour définir justement cette réalité sociale dans laquelle s'inscrit, en l'occurrence, le droit du travail. Deuxième étape, un travail épistémologique. Vous en parlez tout à l'heure, travail de théorie de la connaissance, hein, eh bien, pour clarifier les concepts et les normes qui sont immanents au droit du travail, immanents, c'est-à-dire internes au droit du travail. Ce n'est pas parce qu'il y a des principes très clairs dans le droit du travail que les normes eh bien, sont forcément toujours clarifiées. Il y a des normes implicites. Il y a des normes implicites qui viennent, dont il est intéressant de se demander d'où elles viennent, eh bien, qui permettent d'éclairer ces principes du droit du travail, et la philosophie peut contribuer à les clarifier. Clarifier les concepts, les distinguer. La solidarité, c'est pas la même chose que la participation, ça a des sens différents. En France et ailleurs, par exemple en Allemagne, ça n'a pas le même sens. Il y a des enjeux conceptuels ici qui sont importants de définition et de clarification. Troisième étape, un travail critique d'évaluation des discours qui jugent la réalité, qui la jugent positive ou négative. Par exemple, qui jugent eh bien, que les réformes récentes du droit du travail sont absolument inévitables parce que il y a des nouvelles pratiques économiques ou la mondialisation ou que sais-je. Okay, ça, c'est un discours eh bien, qui va justifier une réforme. On peut aussi critiquer, bien sûr, il faut critiquer aussi les arguments de celles et ceux qui s'y opposent. Travail critique d'évaluation, hein, d'une part de ces discours et d'autre part des institutions qui prétendent réaliser ces normes. Par exemple, eh bien, typiquement sur la démocratie, on va pouvoir essayer de clarifier qu'est-ce que ça veut dire démocratie sociale, par exemple, démocratie dans l'entreprise. Mais il faut encore se demander si les institutions ou les dispositifs qui visent à la réaliser, eh bien, le font vraiment, de quelle manière, eh bien, peut-être en ayant des ressources implicites, explicitées, en ayant des distorsions entre ce qui est dit et ce qui est fait, etc. Enfin, dernière étape, et j'en viens au plan de mon intervention, un travail reconstructif, donc la philosophie sociale, elle vise hein, à proposer et prescrire. Hein. Ensuite, c'est suivi ou pas, ça entre dans ce débat et ça s'inscrit dans ces conflits normatifs, mais il s'agit donc de proposer des normes nouvelles ou alors des prolongements de normes existantes en vue d'une transformation sociale pour faire eh bien, émerger des propositions de transformation, y compris institutionnelles. Donc la philosophie sociale, comme d'autres discours, hein, y compris par exemple la sociologie critique peut faire ça, l'économie le fait aussi, eh bien, de faire des propositions de réforme, de transformation. Ok. Alors, je vais faire deux choses là aujourd'hui en me centrant sur l'opération épistémologique
et puis l'opération ensuite critique et reconstructive. D'abord, je vais vous présenter des problèmes épistémologiques liés à l'analyse des normes du droit du travail, principalement en France, et un peu en comparant, comme j'ai esquissé là de le faire, avec d'autres normes, notamment en Allemagne et puis en Europe. Si on veut parler des normes du droit du travail, comment définir les normes, d'où viennent-elles, quelles sont-elles, etc. Et deuxième moment, je proposerai quelques arguments critiques et reconstructifs sur la question de la légitimité des normes du travail aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend une réforme, une proposition légitime? Où chercher cette légitimité? Et je reviendrai un petit peu sur l'histoire de la philosophie sociale avec quelques arguments de Marx, mais surtout sur des exemples aujourd'hui d'application de cette méthode pour faire des propositions. Okay. La philosophie sociale, en gros, il y a deux courants principaux fondateurs, le courant du marxisme dans toute sa diversité et le courant du pragmatisme. On pourra en parler si vous voulez, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Alors, grand 1, les normes du droit du travail, et petit a, normes et régimes de normativité. Je vais faire ça assez vite, mais il faut déjà définir de quoi on parle. Alors, en philosophie, le terme de norme peut avoir deux sens. D'abord, un sens large, qui est le sens aussi le plus courant, des discours et procédures qui règlent un objet ou un domaine d'activité. Les normes du droit du travail, c'est des discours et des procédures qui règlent le champ du droit du travail. Mais ensuite, il y a aussi un sens plus restreint, plus technique, c'est un type de règle qui est tacite, incitatif, implicite. Moi, j'appelle ça des régimes de normativité, pour le distinguer des normes plus explicites. Et par exemple, en ce qui concerne le travail, donc là j'élargis un petit peu, il y a des régimes de normativité juridique. En gros, le droit considère, le droit du travail en France, considère le travail comme l'activité subordonnée d'un travailleur qui lui donne droit à des protections. Dans l'entreprise, c'est le droit du travail, et dans l'ensemble des domaines de la vie, c'est le droit social, le droit de la protection sociale. Ça, c'est une définition, c'est une espèce d'archi-norme qui configure le champ. C'est un régime de normativité au sens, c'est pas dit forcément comme ça explicitement, mais c'est quelque chose d'important et qui entre en conflit avec d'autres régimes de normativité. Le régime de normativité économique. D'un point de vue économique, le travail, c'est pas du tout d'abord une activité subordonnée, c'est un échange de biens et de services soumis à des contrats spécifiques. Bien sûr, dans le droit du travail, on retrouve ça aussi. Donc, ces régimes de normativité ne sont pas étanches, ils communiquent les uns les autres. Mais on va voir, justement, le droit du travail s'est construit en partie en disant ça ne peut pas être la seule définition du travail, ça ne peut pas être seulement comme si on pouvait échanger ses organes, comme si on pouvait échanger sa vie, etc. Je vais y revenir tout à l'heure avec les arguments d'un juriste, Alain Supiot, dont je vous reparlerai. Ok, il y a deux autres manières aussi d'envisager, enfin deux autres régimes de normativité. Le régime de normativité pratique, c'est l'ensemble des règles de métier qui régulent la coopération dans l'entreprise. D'accord? Quand vous travaillez, donc ça, plutôt de la théorie du travail, on en a parlé dans le cours pour celles et ceux qui ont suivi mon cours sur le concept de travail, la notion de travail. Eh bien, c'est le travail réel, qu'est-ce qui régule le travail réel au sein de l'entreprise. Et enfin, il y a la normativité sociale, quatrième type de norme. Ce sont les attentes normatives des travailleurs et des citoyens à l'égard du travail. Est-ce qu'on attend que ce soit un facteur d'intégration, un facteur de réalisation de soi, un facteur d'individualisation, un facteur de régulation du reste de la société, etc. J'ai pas le temps d'entrer trop dans le détail, mais l'idée à retenir, c'est que cette normativité juridique, ce champ des normes du droit du travail, on ne peut pas l'aborder, à mon sens, du point de vue de la philosophie sociale, indépendamment des trois autres formes des régimes de normativité,
Et puis, eh bien, ces régimes de normativité, eh bien, en fait, s'expriment à l'intérieur du droit du travail. D'accord? Il y a bien certains principes qui reconnaissent certaines attentes à l'égard du travail, qui sont des attentes historiques, qui peuvent changer, qui ont pu changer avant. Il y a bien, comme dans l'idée de communauté de travail, eh bien, une reconnaissance de la normativité pratique au sein du droit. OK. Alors, vous avez compris, ces normes, elles sont toujours socialement situées, historiquement situées, et donc leurs analyses aussi. J'ai fait cette introduction un peu longue sur le contexte des conflits autour du droit du travail. Ok, alors j'en passe au point principal de cette première partie, le point B, les normes du droit du travail en France, définition, histoire et problème. La question, qui n'est pas si évidente, en réalité, il y a un débat, y compris entre juristes, hein, et quelles sont les normes fondamentales qui régissent la législation du travail? Et vous voyez, c'est aussi surtout la démarche que j'aimerais transmettre, mettre en discussion pour vous. Si on se demande que veut dire exactement la subordination dans le travail subordonné, et ça a été un objet de discussion juridique dernièrement, notamment autour du travail de plateforme, je vais en reparler tout à l'heure, Uber, Deliveroo, etc. Si on se demande qu'est-ce que ça doit être la solidarité, plusieurs sens, plein de sens d'un point de vue philosophique, mais aussi juridique de la solidarité. Si maintenant on dit que la réussite économique ou la compétitivité, par exemple, doit devenir une norme reconnue dans le droit du travail. C'est la tendance, disons, des réformes récentes. Et vous verrez, ça vient aussi d'un projet qui est celui de l'Union européenne, enfin d'un projet européen autour de la flexibilité, la flexi-sécurité, etc. Eh bien, il faut pouvoir clarifier ces concepts. Qu'est-ce qu'on entend par là? Mais pour clarifier ces concepts, c'est pas juste un jeu de mots, de concepts, de définitions en allant chercher, c'est savoir d'où ça vient. Pourquoi la subordination a été retenue comme un critère central, fondamental pour reconnaître ce qui est du travail. Dans les années 1930, un autre critère a été mis en avant, celui de la dépendance économique. Pour savoir ce qui était du travail, il ne fallait pas savoir qui donne les ordres, en gros, mais qui dépend économiquement pour sa subsistance de qui. De même, si on parle de la compétitivité, il faut se demander d'où ça vient, qui porte ce terme, qui porte ce projet de faire reconnaître eh bien, les droits à faire du profit à l'intérieur du droit du travail. D'où ça vient, pourquoi. Ok. Alors, on peut partir au sujet de ces normes du droit du travail en France, des analyses d'Alain Supiot. Donc Alain Supiot, qui est professeur de droit au Collège de France, dans un ouvrage qui s'appelle Critique du droit du travail, qui est une référence très connue, très discutée et intéressant, même si moi je l'aborde d'une manière critique. Alors, l'auteur, donc Alain Supiot, nous dit d'abord, en fait, si on cherche à définir ce que j'ai appelé moi le régime de normativité juridique du travail, il faut voir que le travail se définit en France par deux formes de disqualification, parce qu'il n'est pas. D'abord, une conception, donc le droit du travail se construit en France, selon Alain Supiot, comme en disqualifiant l'idée selon laquelle le travail serait un bien, quelque chose qui serait négociable, aliénable, quelque chose qu'on posséderait et qu'on pourrait vendre, comme dans le louage d'ouvrage au XIXe siècle, l'idée qu'on possède une capacité de travail qu'on pourrait vendre et céder. Mais inversement, le droit du travail définit le travail en disqualifiant aussi l'idée selon laquelle le travail serait un élément indissociable de la personne. L'élément indissociable de la personne, ce qui voudrait dire par exemple que à tel type de personne, tel statut social, telle catégorie, correspond nécessairement un travail. Le fait d'être domestique, le fait d'être DRH, le fait d'être enseignant, ça ce serait par exemple indissociable de la personne. Le droit du travail s'est construit donc en disqualifiant ces deux choses
et en mettant en avant la norme suivante, celui, je le cite, de la non-patrimonialité du corps humain. La non-patrimonialité du corps humain, c'est-à-dire que, selon Alain Supiot, le droit du travail en France s'est construit essentiellement comme une protection juridique du corps du travailleur dans la relation de travail. D'accord ? Et il est vrai que le droit du travail s'est particulièrement construit dans sa logique même autour de la question des accidents du travail, autour de la question du temps de travail, autour de la question justement des limites à l'instrumentalisation, l'exploitation, on va y revenir, du corps humain. Pour lui, le lieu du corps des travailleurs et des travailleuses et des enfants. Alors, pour lui, le lieu de conception du droit du travail, c'est cette antinomie, donc c'est un peu plus compliqué, cette norme, en fait, elle vient s'opposer à une autre norme qui est la norme contractuelle, la norme économique, reconnue aussi par le droit. Et donc, il écrit, par exemple, il faut affronter l'antinomie fondamentale entre le postulat contractuel, dont il faut bien prendre acte, puisque la relation de travail demeure soumise en droit positif, et le postulat de la non-patrimonialité du corps humain dont il faut assurer le respect. Je répète en résumant, pour Alain Supiot, c'est essentiellement contre l'exploitation du corps, l'épuisement physique, les risques corporels endurés par les travailleurs et travailleuses au travail, que s'est construit le droit du travail, une protection, autrement dit, contre l'instrumentalisation du corps des travailleurs. Alors, un ensemble de recherches sociologiques et historiques permet de remettre un peu ça en question. Je ne vais pas pouvoir entrer trop dans le détail, c'est notamment à partir de travaux d'historiens et sociologues que on a réunis dans le dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais remettre en question un peu cette image, et encore une fois, plutôt pour essayer de vous montrer à quel point les questions de socio-histoire, les questions d'histoire sont absolument fondamentales, y compris pour comprendre des normes du droit positif et pour comprendre des enjeux sociaux et politiques aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui s'appelle Claude Didry, d'ailleurs je peux vous mettre dans le chat les noms, Supiot, leur graphie, Didry, Claude Didry, dans un livre qui s'appelle L'institution du travail. Eh bien, d'abord il rappelle ce fait assez important selon lequel, au moment où commence à émerger le droit du travail, le rapport salarial tel qu'on le connaît n'existe pas encore, ou plutôt n'est pas du tout majoritaire. On n'a pas un groupe social, les patrons, et un groupe social, les ouvriers, les travailleurs, qui sont bien délimités, et le droit dirait « je vais protéger les uns contre les autres » ou essayer de régler leur rapport. En fait, au XIXe siècle, particulièrement en France, il y a un marchandage généralisé, c'est par exemple la situation des artisans qui reçoivent une commande, par exemple pour faire un tapis, et qui eux-mêmes vont ensuite être donc les commanditaires et faire des commandes à d'autres artisans en étant comme leur patron, si vous voulez. Et il y a comme ça en chaîne, un peu comme s'il y avait une chaîne de sous-traitance, mais il n'y a pas d'entreprise. L'entreprise, autrement dit, l'unité de lieu et d'espace de l'entreprise n'existe pas au moment de l'émergence du Code du travail. Et en fait, même dans les usines, alors j'ai vraiment pas le temps dans l'image du travail industriel, qui en fait est tout à fait minoritaire au XIXe siècle, eh bien, comme ça, il y a de l'entre-exploitation, on a parfois plusieurs boulots, on peut accepter un boulot le matin, un autre l'après-midi, etc. Et donc, Claude Didry nous dit, en réalité, d'un point de vue historique, le droit du travail, il se constitue en définissant justement une unité de temps et de lieu pour le travail, en constituant ce que c'est que l'entreprise, et en disant, il y a des obligations de l'employeur à l'égard de ses salariés dans son entreprise, dans une entreprise, et donc il y a des droits de ces travailleurs en tant qu'ils participent à cette entreprise. Vous voyez, jusque-là, ça n'existait pas. Il y avait un marchandage
généralisé. En fait, il y avait plein d'autres cas encore, hein. Mais on n'avait pas du tout l'idée que travailler, ça voulait dire intégrer une entreprise et eh bien, être dans un rapport salarial fixe. Donc, son idée, hein, c'est que, en réalité, le droit du travail institue le travail, institue ce qu'est le travail, et institue justement les droits de participation des travailleurs à la définition de ce qu'est le travail, ne serait-ce que par leur activité, eh bien, qui est en coopération, ils définissent ce qu'est le travail dans une unité de temps et de lieu. Autrement dit, de manière plus conceptuelle, le droit du travail, selon Claude Didry, se constitue contre une aliénation en un autre sens, hein, contre la dépossession des travailleurs de la maîtrise de leur activité. L'idée n'est pas d'abord, selon Didry, de protéger le corps humain, c'est vrai, mais en fait ça va plus loin, vous comprenez l'argument, hein. Protéger le corps humain contre les atteintes et contre les atteintes, les risques, l'épuisement, etc., c'est d'emblée indissociable du fait de donner du pouvoir aux travailleurs sur la définition de leur activité. Celles et ceux avec qui on a eu le cours sur Marx, hein, reconnaissent le sens plus marxien de l'aliénation, hein, comme dépossession des objets du travail et de leur propre activité et de ses relations. Ok. Donc, évidemment, il y a tout un débat historique beaucoup plus fin, hein, que ça. Et je vais juste me référer, toujours pour changer un peu d'image, hein, d'où vient ce droit du travail et comment il s'est constitué et quelles sont les normes au début qui ont été mises en avant, sur un autre travail d'une historienne, donc Claire Lemercier. Toujours là, je résume en fait leur travail dans le livre que j'ai coordonné avec les collègues que j'ai cités tout à l'heure. Historienne qui a travaillé sur les conseils de prud'homme au XIXe siècle. Et elle nous dit, en réalité, il y a un deuxième préjugé, si vous voulez, hein, préjugé dans la recherche aussi, qu'il faut faire tomber, c'est l'idée selon laquelle, avant le droit du travail, il n'y avait le code du travail, il n'y avait aucune régulation juridique sur le travail, proprement parlé. Or, elle montre au contraire qu'au XIXe siècle, avant qu'il y ait un droit du travail, tel qu'on le connaît, il y a bien une sphère de négociation, de régulation, autour justement de ces conseils prud'homaux, qui sont évidemment différents de ce que c'est devenu aujourd'hui, hein, très différents des prud'hommes aujourd'hui. Et elle le caractérise en disant, en fait, c'est une préfiguration d'un droit ouvrier, d'un droit des travailleurs, parce que dans ces conseils de prud'homme au XIXe siècle, les patrons sont assez souvent condamnés. Contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, hein, selon lequel, en gros, c'est le Far West, avant le droit du travail. Il n'y a rien qui protège personne. Les travailleurs sont complètement soumis à la volonté absolue de leurs employeurs. Même si la figure même de l'employeur, vous avez compris, n'existe pas vraiment, de leur patron, quoi, de celles et ceux qui achètent leur travail, eh bien en réalité, il y a déjà des formes de régulation et en fait, c'est lié déjà à des conflits sociaux et déjà à des formes de syndicats qui pour chercher à en finir avec les abus des patrons et à reprendre du pouvoir sur l'organisation du travail. D'accord ? Elle a aussi un autre argument, mais ça nous mènerait trop loin, il faut que j'avance, hein, sur le fait que si on regarde vraiment qui travaille au XIXe siècle, et encore aujourd'hui en réalité, eh bien, il y a une pluralité de formes, hein, de travail subalterne, le travail, y compris non reconnu comme du travail, hein, jusqu'au XXe siècle et encore parfois maintenant, hein, le travail bénévole, le travail des domestiques, le travail des femmes, le travail des femmes domestiques, le travail d'éducation des enfants, les infirmières, c'est reconnu comme du travail et pas comme du bénévolat seulement dans les années 70. Hein, il y a toute une histoire. En réalité, en 73, si je me rappelle bien, avant, c'est les bonnes sœurs qui soignent. Et c'est pas du tout un métier. C'est seulement à ce moment-là que c'est reconnu comme du travail. Et donc, hein, autre idée, si on regarde l'histoire, y compris assez récente, hein, voilà, eh bien, on voit qu'il y a une pluralité de situations de travail et de travailleurs et travailleuses, et que, eh bien, il y a aussi des exclus, y compris du droit du travail aujourd'hui. Vous avez des exclus, hein, au sens, par exemple, où il n'y a pas d'accord de branche
alors ça, c'est pas exclu du droit du travail, hein, mais exclu des régulations. Il n'y a pas d'accord de branche, par exemple, pour les aides à domicile. Il n'y a pas certaines choses qui sont pourtant que peut-être vous apprenez comme étant essentielles du droit du travail ne sont pas appliquées dans certains domaines. Et surtout, ça s'est construit depuis le 19e siècle en intégrant, hein, comme les retraites d'ailleurs, en intégrant à partir de leur lutte et de leurs revendications des groupes de travailleurs et travailleuses qui ne l'étaient pas du tout homogènes au début et qui n'étaient pas forcément toutes et tous reconnus initialement. Sans parler du travail des fonctionnaires et du droit de la protection sociale qui complexifie encore les choses. D'accord ? Donc, bon. Un petit peu long, pour vous dire, c'est vraiment plus complexe que simplement l'idée que ça s'est construit d'une certaine manière et en gros que selon... Parce que l'idée de Suppiot, vous comprenez, c'est l'idée que le droit du travail, si on simplifie, hein, il ne serait pas content qu'on simplifie comme ça, mais pour bien comprendre pour les étudiantes et étudiants, le droit du travail, fondamentalement, c'est l'application des droits fondamentaux, des droits humains à la sphère du travail. Voilà, c'est ça au fond. C'est de dire, on ne peut pas tout marchander, et c'est quelque chose qui doit contrebalancer les lois du libéralisme, hein, de l'échange marchand, qui ne peut pas aller aussi loin que faire souffrir ou faire avoir des atteintes corporelles. Alors, je passe sur la comparaison l'Allemagne, hein, mais ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Encore une fois, le droit du travail, vous le savez, hein, mais c'est quand même intéressant. Si on regarde comment ça se passe dans d'autres pays, vous découvrez une autre histoire, très différente. L'histoire de la cogestion en Allemagne n'a rien à voir, c'est l'histoire de la République de Weimar, l'histoire de la Révolution, défaite des spartakistes, c'est l'histoire ensuite de la social-démocratie en Allemagne, c'est l'histoire des syndicats, rien à voir avec l'histoire de la construction du droit du travail en France. Alors, j'en viens à mon deuxième moment que je vais résumer pas mal, notamment sur Marx, je vais vraiment aller vite pour venir à des questions contemporaines. Alors, grand 2, la légitimité des normes du droit du travail, controverse contemporaine. L'idée essentielle, et volontairement, enfin, elle n'est pas volontairement provocatrice, je pense que c'est vrai, mais je la formule de manière un peu exprès provocatrice, hein, par rapport à une certaine philosophie qui serait une philosophie très transcendante, hein, qui dirait il y a des grands principes qui sont les mêmes et tout est très cohérent et il suffit de définir ce que c'est que le travail ou le droit ou comme Hegel, hein, la volonté libre, la capacité, comme voilà la personnalité, la chose. Bon, voilà. Même si Hegel, il y a aussi de la philosophie sociale chez lui, mais pas forcément à cet endroit-là. Alors, pour la philosophie sociale du droit, la légitimation du droit du travail ne réside pas dans un fondement théorique. Pas dans l'idée, par exemple, de ce que c'est que le travail, ou ce que c'est que le droit, ou dans la conception moderne de l'individu. C'est finalement ce que fait Suppiot. Il dit, bah voilà, la conception moderne de l'individu qui a des droits, les droits de l'homme, etc., ça conduit logiquement au droit du travail tel qu'on le connaît. Cette légitimité réside dans le social, ce que j'appelle des pratiques sociales émancipatrices, pour lesquelles le droit du travail eh bien, se constitue comme une ressource, un instrument. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais essayer de vous le montrer avec quelques exemples historiques et plus récents. La thèse, hein, qui est une thèse assez peu consensuelle, disons, c'est de dire que la légitimité du droit, du travail, et d'ailleurs on pourrait élargir, mais ce n'est pas dans mon domaine de compétence, mais en tout cas du droit du travail, réside dans des pratiques sociales, pratiques de coopération, pratiques d'association, pratiques de lutte, pratiques de protection, pratiques sociales en tout cas, qu'il faut d'abord, donc des salariés, qu'il faut d'abord connaître si on veut à la fois légitimer le droit du travail tel qu'il est et éventuellement penser à le réformer, à l'étendre, à le faire progresser, à le transformer. Okay. Alors, 2 minutes sur Marx et puis plus récemment, en plus, encore une fois, on a déjà vu un peu ces questions dans un des cours ensemble dans le travail.
Marx, à chaque fois, donc Marx d'abord c'est quelqu'un qui parle beaucoup de droit du travail, hein, énormément, c'est un des premiers philosophes à en parler, à un moment où c'est vraiment en train de se constituer, et à chaque fois qu'il a un argument, ça change, hein, selon les différents moments euh, de ses écrits, eh bien, il a ce geste d'aller regarder des pratiques sociales pour légitimer eh bien, sa position. Par exemple, il va opposer au droit de propriété dans des articles sur le vol de bois, qui sont très connus, hein, des paysans volent du bois à la lisière des forêts domaniales pour subsister. Le droit de propriété donc, s'y oppose. Donc il y a un projet de loi en 1821 voilà, qui dit maintenant ce sera interdit. Et Marx va appuyer l'idée d'un droit d'occupation. Donc là, c'est un droit naturel, hein, pas un droit positif, un droit naturel, droit de subsistance, droit d'occupation, pour critiquer cette législation, ce projet de loi, et il va partir sur cette pratique, il va légitimer ça sur une pratique sociale en disant les paysans font ça, c'est indispensable à leur mode de vie, à leur forme de vie, et donc c'est légitime et ça doit être reconnu dans le droit. Vraiment, je résume à grands traits. Deuxième type d'argument. Dans le Capital, et je ne vais pas parler du troisième argument. Dans le Capital, il y a tout un chapitre très long de Marx sur la limitation de la journée de travail. Limitation de la journée de travail, c'est vraiment un grand moment de la philosophie marxienne et de la philosophie du droit aussi. Quelle est la norme, comment légitimer la norme qui va conduire à défendre cette limitation à 12 heures, donc c'est le bill de 12 heures, et après à 10 heures en Angleterre, dans la loi des fabriques de la journée de travail. Eh bien, il fait deux choses. D'une part, il s'appuie sur une déclaration, un peu comme un tract, une déclaration des travailleurs du bâtiment de Londres, au cours d'une grève en 1860-1861, hein, les travailleurs, en gros, disent pour notre employeur, l'enjeu, c'est l'argent. Pour nous, l'enjeu, c'est notre vie même. Ceci est quelque chose qu'on peut opposer, y compris par la grève. Quand on nous demande de travailler trop et que ça nous met en danger, eh bien, nous pouvons opposer cette norme à telle autre. Qu'est-ce que fait Marx? Il s'appuie sur cette déclaration et il en fait une philosophie une théorie de l'aliénation et de la limitation de l'aliénation pour justifier le droit du travail. Pratique sociale, discours, alors en plus ça renvoie aussi à une manière de faire de la philosophie qui s'appuie sur les écrits des gens eux-mêmes, sur ce qu'ils disent et ce qu'ils et elles disent, les écrits de travailleurs. Je fais partie d'une ANR sur les écrits de travailleurs, les écrits ouvriers, là-dessus, un projet de recherche collective. Bon, c'est assez intéressant de voir comment la théorie peut s'emparer des discours des acteurs et actrices eux-mêmes. Et d'autre part, eh bien, il va s'appuyer sur une analyse à chaud, hein, eh bien, justement, de toutes les batailles juridiques et politiques avec grève, mais aussi des arguments juridiques, hein, autour de l'application du premier droit du travail pour dire, vous comprenez, voilà les pratiques des travailleurs et travailleuses, elles visent l'émancipation et elles sont justes, encore faut-il le montrer, hein, mais elles sont justes, et donc le droit du travail doit pouvoir les instituer. Alors je prends un exemple récent en guise de conclusion, pour pas trop dépasser quand même les 15 heures et qu'on ait largement, enfin pas dépassé du tout, et qu'on ait une grosse demi-heure vraiment pour discuter. Sur quelle pratique normative, quelle aussi appuyer une réforme du droit du travail qui serait juste. Du point de vue des réformes qu'on peut appeler néolibérales, hein, celles qui disent, par exemple, au niveau de l'Union européenne, il faut moderniser le droit du travail, le contrat de travail classique doit devenir exception, ça ne doit plus être central. Hein, et donc, voilà, c'est quelque chose que je dis très rapidement. Hein, vous avez un projet dans les documents de la Commission européenne, notamment depuis une quinzaine d'années, d'en finir avec la norme du contrat de travail classique et donc de dire que l'intérim, les CDD,
les contrats 0 heure, toutes ces choses-là qui ne sont pas du salariat classique avec des droits, doivent devenir, eh bien, non plus l'exception, mais la norme, justement. Eh bien, c'est quoi ces pratiques? Pour eux, les partisans de ces réformes, les pratiques sociales qui légitiment aujourd'hui ces transformations du droit du travail, ce sont les pratiques. Hein. Aujourd'hui, vous avez vraiment l'idée dans ces discours de légitimation que les pratiques des plateformes numériques, les pratiques de contrats informels ou de contrats atypiques, les bonnes pratiques, comme on l'appelle dans le jargon européen, eh bien, doivent être inscrits dans le droit. Et par exemple, la loi El Khomri dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'était une application d'une recommandation de 2015 de la Commission qui disait il faut remettre en question les seuils et les normes du droit du travail en France, entre parenthèses, pour la compétitivité et la productivité, c'est-à-dire, si on traduit, le fait de gagner de l'argent pour les entrepreneurs, les employeurs, doit être quelque chose de juridiquement reconnu. Et donc, il y a certains principes, notamment la prééminence du Code du travail sur des accords d'entreprise qui doivent être assouplis. Pareil pour les licenciements économiques. Pour résumer, on appelle ça dans le jargon les best practices. Il faut s'appuyer sur les best practices, les bonnes pratiques économiques pour réformer le droit du travail. À l'inverse, et je finirai avec cet exemple, si on veut chercher eh bien, des formes de protection plus importantes pour les travailleurs et les travailleuses aujourd'hui, il faut aller regarder, eh bien, qu'est-ce que dans leur pratique de travail, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Donc, qui fait ça. Donc, pour les coursiers Deliveroo, en disant, vous avez ici un enjeu juridique de savoir si on va requalifier contrat de travail. Donc, vous avez un ensemble de jurisprudence, je vais vraiment vite, on pourra reparler après. Notamment 2 ans qui vont dans ce sens-là. C'est très bien, mais d'abord c'est minoritaire et ensuite, eh bien, c'est au cas par cas. Comment, eh bien, de faire progresser le droit du travail pour qu'il prenne en compte ces situations où l'employeur nie qu'il a des responsabilités, puisque vous connaissez, peut-être faut redire quand même sur ces plateformes numériques. Moi, je ne suis pas un employeur en réalité, je suis simplement un intermédiaire entre quelqu'un qui achète un service et quelqu'un qui le fournit. Voilà. Donc, ne me parlez pas de droit du travail, ne me parlez pas d'unité de temps et de lieu ou de droit au repos ou de droit des travailleurs. Je résume un peu ma exprès, vous l'aurez compris, puisque je ne suis pas un employeur. Donc ici, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre, pour vraiment regarder qu'est-ce qui serait un droit du travail protecteur et surtout reconnaissant le droit des travailleurs et travailleuses à maîtriser leur organisation du travail et maîtriser leur travail, il faut garder des pratiques apparemment très minoritaires, pas très connues, comme les associations de coursiers, les coopératives de coursiers, des gens qui partent d'Uber et Deliveroo, par exemple, pour constituer leur propre coopérative. Ou alors il faut regarder les pratiques de contournement de cette subordination. Vous savez, vous avez pas donc vous faites ça, vous n'avez pas vraiment d'employeur, qui n'a pas de visage, et vous avez simplement un logiciel. Eh bien, vous avez des pratiques qui essayent de socialiser, et donc c'est très individualisé, très difficile de dire, mais on m'exploite, on me traite mal, on me demande d'avoir des résultats qui sont impossibles en réalité à mettre en œuvre, puisque vous ne connaissez pas vos collègues et vous n'avez aucune publicité. Donc, vous avez de
systèmes de hacking, de piratage informatique, pour pouvoir socialiser l'information entre coursiers et coursières, par exemple. Alors, je conclus en 2 minutes. Ça va un petit peu vite, mais c'est bien, c'est pour lancer la discussion, puis vous faire voir un petit peu le type de démarche plutôt. Vous avez dans l'histoire de la philosophie du droit d'autres exemples beaucoup plus développés qui vont chercher justement à faire des propositions qui peuvent être assez radicales ou alors assez modérées, de réforme du droit. Je prends un exemple et puis je conclus. Quelqu'un qui... Karl Korsch écrit dans les années 1920-1922 un livre qui s'appelle Arbeitsrecht für Betriebsräte, un droit du travail pour les conseils ouvriers, en s'appuyant sur l'expérience des conseils ouvriers allemands en 1917 et 1918, en gros une expérience de démocratie directe dans l'entreprise. Aujourd'hui, et donc, participer vraiment directement, etc. Donc le philosophe social est aussi quelqu'un qui participe, sinon il ne peut pas trop le comprendre, le connaître, soit sous l'angle de la recherche. On voit un dialogue qu'on aurait pu avoir avec Michel Boudot, la question d'éthique professionnelle. Bon. Vous avez aujourd'hui aussi des propositions de réforme comme celui du GR Pacte, proposition de code du travail, donc avec Emmanuel Docès et d'autres collègues juristes, qui, eux, s'appuient à la fois sur les principes existants, en disant, voilà, en fait, ce principe, il est juste et il n'est pas appliqué partout, et aussi sur des pratiques de type syndical, de type aussi de jurisprudence. La jurisprudence, c'est aussi une pratique sociale qui consiste à utiliser les normes du droit dans des situations spécifiques, eh bien, pour pouvoir proposer un projet de réforme. Donc, pour finir, peut-être la discussion pourrait être aussi sur le statut même, en fait, du droit du travail, finalement. C'était mon point de départ. Le droit du travail, du point de vue de la philosophie sociale, est un objet essentiellement contesté, toujours, conflictuel, pas forcément cohérent, parce qu'il y a des avancées qui sont à certains moments contradictoires avec d'autres, et qui, surtout, doivent être comprises à la lumière de faits et de pratiques extra-juridiques. Et donc, ça a plein de conséquences ensuite sur la manière d'envisager le droit, à la lumière bien de la sociologie, de la psychologie même, de l'économie, de l'histoire, etc. Je m'arrête là, il est presque 15 heures et j'étais un petit peu long. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alexis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, parfait. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à Alexis Cuqui qui a fait quand même un sacré panorama dans le temps imparti. Et d'ailleurs, je voulais le dire en introduction, mais je le dis maintenant. Très bientôt, vous pourrez accéder à la version publiée des travaux d'Alexis. Donc, ça vous permettra d'avoir une proposition enrichie, plus détaillée, si ce sujet vous intéresse particulièrement ou si vous avez envie d'en savoir plus, justement. On communiquera là-dessus. Avant d'éventuellement te poser des questions, Alexis, pour entamer les discussions, peut-être y en a-t-il déjà dans le public, et j'invite les étudiants ou les collègues qui seraient en ligne avec nous à les poser. Alors peut-être que le temps que ça émerge, je vais me lancer. Donc n'hésitez pas ou à utiliser le chat ou à utiliser même votre micro, puisqu'en principe ça doit fonctionner. Alors pour tout te dire, Alexis, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer par une qui me vient comme ça. Je vais commencer par les travaux que tu as cités de Madame Lemercier. Alors, je prends mes notes sous les yeux puisque j'ai pris quelques notes pour ne pas dire de bêtises, sachant que je ne suis pas spécialiste de droit du travail moi-même, donc n'hésite pas à me dire si je fais des amalgames ou si je n'ai pas bien compris. Mais d'après ce que tu disais, les travaux de Madame Lemercier montraient
que avant que la loi vienne réguler les pratiques du travail, il y avait une sorte d'autorégulation par les usages. Finalement, le paradigme légaliste est démenti, puisqu'on voit une autre conception du droit, une conception du droit plus sociologique, de droit spontané, où il y a, tu le disais, par la négociation, mais aussi, j'imagine, peut-être par les habitudes, une sorte, si j'ose dire, et à toi de me corriger, de droit coutumier du travail ou peut-être de droit plus contractuel du travail, puisqu'on est dans... Alors, attention, j'emploie le mot contractuel ici, non pas au sens économique, mais au sens vraiment consensuel. On est dans l'échange des volontés, hein, voilà, on discute et on fait ce sur quoi on tombe d'accord. Bon. Est-ce que, alors moi personnellement je ne suis pas convaincue que ce soit le cas, mais c'est toi le spécialiste. Est-ce que finalement ce constat qui est proposé par Madame Le Mercier, elle n'irait pas dans le sens des réformes qui sont portées aujourd'hui pour offrir plus de champs aux conventions collectives et finalement moins à l'intervention légaliste? C'est ma première question. Qui est une super question. Alors, je suis allé un petit peu vite, mais en même temps, disons, il y a une partie de ta question que, par exemple, elle contesterait en disant « mais non, je parle de régulation en réalité très conflictuelle », mais une partie aussi où je pense qu'elle est tout à fait juste et où ça met en difficulté l'argument. Alors, les conseils de prud'homme, c'est dans le cadre de conflits, hein. Dans le cadre de conflits, c'est-à-dire au sein d'une relation de travail, par exemple de louage d'ouvrage, eh bien, par exemple, prenons, hein, on a un bourgeois qui a un projet d'aller vendre sur les marchés de la Hanse plein de tapis, et il va trouver des artisans à Lyon pour leur dire « je veux pour telle date tant de tapis ». Et vous pouvez avoir toutes sortes de conflits sur les délais, sur les conditions, sur le prix, sur etc. Alors, ce que dit Claire Le Mercier, c'est que avant qu'il y ait un droit du travail unifié et institué comme tel, il y a déjà des pratiques juridiques qui peuvent éventuellement renvoyer à un droit coutumier en partie, mais pas à un droit contractuel ou même consensuel, hein, c'est vraiment conflictuel déjà. C'est pour ça qu'elle dit c'est un droit qui est en cours de constitution. Et son argument, n'empêche que je reviens après à ce avec quoi je suis d'accord du problème, hein, mais son argument, c'est de dire que c'est une source méconnue du droit du travail ensuite. C'est pas de dire que c'était mieux ou que c'était un autre principe, dire c'est une source méconnue, et donc il faut voir que c'est un instrument qui est utilisé par les artisans notamment, dans leur tentative de rééquilibrer le pouvoir avec les commanditaires. Donc c'est conflictuel. Cependant, hein, évidemment, on a quand même l'idée que, en se rapprochant du lieu de travail, avec donc il y a quand même un peu un argument anti-légaliste, hein, un peu de relativisation, hein, voilà, en se rapprochant du lieu de travail, en étant plus près de ces pratiques sociales normatives dont j'ai parlé aussi, eh bien, on aurait peut-être plus de pouvoir pour la partie faible eh bien, dans l'échange. C'est vraiment pas ce qu'elle dit, mais il y a cet argument. Alors, effectivement, hein, moi, personnellement, je défends vraiment le passage à l'institution juridique, hein, en disant ces pratiques sociales normatives doivent ensuite aller dans le droit pour justement être des ressources et des mobilisations, et dans un droit pour toutes et tous, pour ensuite devenir des ressources pour ces pratiques sociales. C'est vraiment l'idée de Korsch, par exemple, en disant on ne va pas démocratiser le travail comme ça avec le droit, tout d'un coup, en décidant, voilà. En même temps, les pratiques de réappropriation du pouvoir et démocratique au travail, ben, ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a des rapports et des forces économiques, voire politiques, voire militaires, hein, quand il y a de la répression, quand on fait ça au travail, on ne nous laisse pas faire. En plus, c'est dans le cadre de révolution, là en l'occurrence, etc. Mais il nous dit, si on arrivait à avoir quelques sortes de fortifications dans le droit, quelques instruments
pour reconnaître la légitimité de ces pratiques, eh bien, on pourrait les étendre et inversement, ces pratiques pourraient constituer la légitimité de ces avancées dans le droit. Et donc, ce qui change vraiment, je pense, avec une conception, enfin, la critique de l'approche légaliste que moi je partagerais, c'est de dire, même si c'est voilà, le légalisme, on ne sait pas trop ce que c'est, bon, mais ce serait de dire que il faut absolument maintenir coûte que coûte la cohérence du droit. En réalité, moi je pense que dans l'histoire, les progrès, les choses intéressantes qui sont arrivées justement avec des choses qui étaient un peu contradictoires avec ce qui existait avant et qui ont pu ensuite être développées ou pas. C'est l'argument de Bernard, bon, par exemple de Bernard Friot, hein, disant dans le droit social, notamment l'idée de qualification personnelle pour les fonctionnaires, il y a quelque chose qui va complètement contre le rapport marchand qu'on connaît, celui du contrat de travail où on vend sa force de travail. C'est quelque chose qui a été conquis après la Seconde Guerre et qui n'est pas cohérent avec le reste. C'est un outil qu'il faut développer contre. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, hein, vous avez tout à fait le même genre d'argument qui peut être mis en avant par les partisans des réformes néolibérales en disant rapprochez-vous du terrain. Rapprochez-vous du terrain, c'est là où ça se passe, et donc pas besoin du droit. Et c'est très étonnant. Les réformes du droit du travail récentes se font souvent au nom d'une critique parfois de l'objet, voire même de l'existence même, enfin de l'importance même ou de la primauté du droit du travail sur le reste. C'est assez nouveau. Merci beaucoup pour ta réponse, et on voit bien effectivement que ça peut être exploité un petit peu à double tranchant. Je relais tout de suite la question de Jérémy Sicot. Merci pour votre question, Jérémy. Et je me permettrai juste de la compléter parce que c'est notamment une des questions que je voulais te poser. La question est comment le télétravail en temps de Covid a modifié ou pas. Donc comment, on va dire, le télétravail a-t-il modifié la philosophie du travail? Et je compléterai tout simplement votre très bonne question, Jérémy, avec... en amenant ce que tu disais tout à l'heure, c'est Didri, parlait d'une unité de lieu et de temps pour le travail, et tu racontais qu'il y a des travailleurs qui avaient voilà, une activité le matin, une autre activité l'après-midi. Et là, pour le télétravail, c'est vrai qu'on a un continuum d'espace, de temps aussi hein, dans l'activité. Est-ce que le philosophe a quelque chose à dire de cela? Et d'un point de vue de philosophie sociale, et je me rapporte à ce que tu disais notamment sur les théories marxiennes, dans un contexte qui n'est pas, on va dire, propice à la renégociation, ou à la lutte. Voilà, je dirais, je donne par exemple des difficultés pour manifester dans le contexte Covid, par exemple, de s'associer. Tu donnais l'exemple avec Uber, parce que je ne vois pas mes collègues, et avec le télétravail aussi, je ne vois pas forcément mes collègues. Voilà, ce sont des pistes aussi qui me sont montées, donc... Je te pose aussi mes questions au passage. Merci Jérémy et Ania pour ces questions sur le télétravail. Alors d'abord, il faut dire que même si j'ai un peu réfléchi à la question, ça fait partie de toute façon des grandes tendances hein, de transformation du travail à mettre en lien avec d'autres les dernières décennies et les dernières années. J'ai pas travaillé particulièrement là-dessus et donc pour être cohérent avec ma méthode, il faudrait que je puisse vous dire que j'ai lu de la sociologie sur le télétravail, ça, ce que j'ai pas fait. Mais voilà deux, trois idées, deux, trois arguments et manières d'aborder le problème. D'abord, bon, le premier problème que ça pose du point de vue de mes recherches aussi, avec ce télétravail, c'est la transformation du rapport entre le travail salarié et son espace et son temps, et ce qu'on peut appeler dans les théories féministes du travail, le travail domestique, travail de reproduction sociale, qui n'est pas un travail reconnu par la loi, mais dont on peut défendre que c'est une forme de travail, et aussi le travail bénévole, militant, social, tout ce travail qu'on fait qui a un rapport avec les besoins sociaux, mais qui n'est pas reconnu par le rapport
salariale. Et on voit bien là aujourd'hui que tout est un peu mélangé. Il y a une étanchéité eh bien, qui est remise en question dans les temps, dans les lieux de ce travail-là. Et donc, d'abord, de publiciser et de formuler ce problème même. On n'a pas le même rapport au travail salarié selon le rapport qu'on a dans la sphère domestique, dans la famille, au travail des enfants. Pour le rapport, y compris au travail salarié. Et on a aussi tout un ensemble d'activités que font les personnes, dont on aimerait qu'ils soient reconnus comme du travail. Par exemple, eh bien, souvent, moi j'ai un peu bossé sur le travail associatif, les bénévoles, en fait, font dans leur bénévolat des choses qu'ils aimeraient pouvoir faire dans leur travail salarié et qu'on leur laisse pas faire parce que c'est pas elles et eux qui décident. Alors, première chose. Ensuite, il y a le deuxième enjeu, c'est celui que tu as mentionné, Anya, qui est très important, une individualisation du rapport au travail, alors que précisément, dans la perspective que je défends, avec Didri et avec d'autres, eh bien, ce que le droit du travail avait conquis, c'était justement une dimension collective du travail. Cette unité de lieu et de temps est construite par le droit du travail, elle n'existait pas avant. C'est quelque chose de tout à fait nécessaire. Hein. Pour qu'il y ait un collectif de travail, il faut qu'il soit reconnu. Aujourd'hui, hein, je rappelle peut-être que le collectif de travail n'est pas reconnu comme quelque chose dans aucune institution, ça n'existe pas en fait un collectif de travail. De même que en réalité l'entreprise n'existe pas vraiment non plus. C'est simplement la société qui existe vraiment comme une réalité politique instituée et même juridiquement. Juridiquement, c'est la société qui existe principalement. Et il y a le droit du travail qui, justement, essaye de mettre en avant qu'il y a bien quelque chose comme une entreprise. C'est aussi toute la jurisprudence sur la sous-traitance, etc. Mais ça n'existe pas comme définition, hein, ce que c'est que l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une des choses majeures qui pose problème. Ce que montre Didri, c'est que, eh bien, il y a des outils, il y a des instruments pour mettre ça en avant. Et aujourd'hui, hein, tout simplement, pour prendre un exemple très rapide, dans ma journée, je peux avoir 3 ou 4 visioconférences différentes qui sont pas avec les mêmes collectifs de travail. Donc parfois c'est celui bien de l'université, parfois celui de la recherche, parfois avec dans des collectifs de chercheurs-chercheuses, parfois c'est de la diffusion et de la médiation, disons, sociale, voire du militantisme. Mais ces collectifs de travail, en réalité, n'existent pas, ne tiennent qu'à la volonté, en réalité, des individus, sont pas reconnus comme tels. Et ça pose un certain nombre de problèmes, particulièrement dans le télétravail. Dernière chose qui est peut-être le plus concret, hein, le plus évident, parce que le reste c'est très concret aussi, c'est la reconnaissance des coûts économiques du télétravail, la reconnaissance des pathologies spécifiques possibles, hein, que ce soit d'être tout le temps devant un ordinateur ou des formes de souffrance psychique qui peuvent être liées à ce télétravail qui désinscrit un collectif et qui en même temps va aussi désinscrire d'une temporalité collective qui est autorégulée. Vous avez ce problème du droit à la déconnexion, comme on dit. C'est aussi un problème d'une avalanche de prescriptions qui peut vous arriver sans qu'il y ait un collectif de travail qui régule ou sans la possibilité de déléguer, etc. Donc, ce que je dirais comme ça, en réfléchissant vraiment en même temps que je réponds aux pistes, ce serait de dire, évidemment, l'enjeu, c'est celui de la reconnaissance du collectif de travail et de sa préservation. S'il y a une généralisation de ce temps de télétravail, on aura encore plus de mal à faire reconnaître ça dans notre pratique professionnelle, sans parler de la difficulté de se mobiliser du point de vue des collectifs militants.
c'est aussi un des enjeux du néolibéralisme, de la réorganisation du travail, de l'évaluation individualisée, les normes de qualité totale, le pilotage par logiciel, par projet. Toutes ces évolutions du travail récentes dans l'organisation du travail avaient déjà tendance à déstabiliser, voire détruire parfois le collectif de travail. Et moi, je vois le télétravail comme une étape, en fait, dans cette voie. Un risque. Merci beaucoup. Je pense que tu as en partie répondu à la question que je comptais te poser maintenant, à savoir, est-ce que l'ubérisation du travail et alors avec aussi la question du télétravail qu'on pourrait prendre pour le contexte sanitaire, même si je tenais juste à signaler aux étudiants que dans le lexique Dalloz, le terme télétravail est donc entré dans le lexique en 2010 comme une actualité. Alors ça a précédé la crise sanitaire, mais vous voyez, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, est-ce que l'ubérisation du droit du travail, est-ce que cette question du télétravail, on pourrait la considérer, je reste dans ton contexte de philosophie sociale, comme une sorte de révolution, un peu notre révolution industrielle du siècle. Il y a eu la révolution industrielle voilà, au 19e, et nous, 21e siècle, on a l'ubérisation et le télétravail qui risquent d'être des leviers de changement, de réforme, de restructuration de la protection du salarié ou du rapport du salarié avec l'employeur. Oui, merci de cette question qui est liée aussi à tout le passage que j'ai dit très vite sur ce qu'on peut appeler, c'est Michel Bonnecher, une juriste, la philosophie des réformes récentes du droit du travail, et notamment au niveau européen. Alors, bon, c'est une question vraiment assez complexe parce qu'il y a beaucoup de situations de travail très différentes en réalité. L'ubérisation, c'est-à-dire Uber ou Deliveroo, c'est encore différent, par exemple, de quelque chose qui se développe pas mal, pas forcément en France, mais au niveau mondial, beaucoup, qui est ce qu'on appelle le crowd working. Je vous le mets en crowd working, travail de foule, c'est-à-dire en fait anonyme, où il y a des plateformes, par exemple, il y a Amazon fait ça s'appelle Amazon Mechanical Turk, eh bien, Amazon met en relation des gens derrière leur ordinateur et des personnes derrière leur ordinateur aussi qui veulent, par exemple, faire une traduction très rapidement ou alors une transcription. Des tâches comme ça très séquencées, une sorte de taylorisation, de retour à une sorte de taylorisation du rapport au travail par logiciel, sur ordinateur. Et là, vous avez vraiment les pratiques les plus révoltantes, disons, du point de vue du droit du travail et des droits. Par exemple, l'idée que si vous n'avez pas retranscrit tel nombre de signes en 1 heure, vous ne serez pas payé du tout. Parce qu'il n'y a pas de droit, en fait. C'est pas un travail. Et d'ailleurs, si vous déclarez que vous avez 18 ans, mais si vous avez 12 ans, c'est pareil. Personne ne peut venir vérifier. Hein. Et donc, vous êtes payé seulement à la tâche, mais au résultat. Et ça se développe vraiment beaucoup. Et notamment, c'est lié à l'économie des GAFA. Hein. Si c'est possible qu'il y ait tellement d'argent qui soit... ou par exemple, si c'est possible, je vais prendre cet exemple-là, si c'est possible de trouver tellement de livres numérisés sur Google Books, par exemple, eh bien, c'est parce qu'il y a des gens, on ne sait pas trop qui c'est, hein, qui passent leur temps à numériser sans aucun droit, etc. Alors, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, donc ça, par exemple, le développement de ça, ce serait plutôt une contre-révolution terrible, puisque là, on revient effectivement, et c'est exagéré, mais parfois c'est vrai, au louage d'ouvrage au 19e siècle, clairement. Travail des enfants, travail la nuit, 15 heures par jour, aucun droit. C'est effectivement ce qui se passe dans le crowdworking. Alors, il y a Célia qui pose une question, donc je vais aller assez vite pour la deuxième perspective. Cependant, déjà on en est loin, par exemple en France, il y a encore un 80%, je dis encore, mais à mon avis pour longtemps, 80% des emplois, c'est du CDI salarial classique. Donc, il faut aussi raison garder hein, et se rappeler un peu de la réalité du travail aujourd'hui. Et dernière chose, c'est un projet en fait.
il n'y a aucune fatalité liée à des innovations technologiques ou à des tendances économiques mondiales, la mondialisation, etc., qui conduit à ça. Vous lisez le texte « Moderniser le droit du travail, un défi pour le XXIe siècle » de la Commission européenne. Très clairement, c'est ce modèle-là qui est privilégié comme devant remplacer le contrat de travail et le rapport salarial classique. C'est un projet très idéologique parce que, au sens où ça défend des intérêts particuliers sans le dire, et qui, à mon avis, un peu d'optimisme, c'est pas demain la veille que ça va se généraliser, pour plein de raisons. Voilà. Mais il y a ce risque, effectivement, ce serait une régression majeure. Alors, il y a 2 questions. Alors, je vais te lire les questions. Une première, je te lis les 2 questions, comme ça, si tu veux grouper tes réponses, voilà, parfait. Donc, Célia te demande, vous avez peut-être déjà répondu à cette question sans que je ne saisisse l'info, mais je me demandais si le télétravail a fait évoluer le droit du travail en lui-même et pas juste la philosophie du travail. Sinon, y a-t-il des étapes, comme celle du développement du télétravail actuel, qui poussent le droit du travail à s'adapter au travail réel ? Et question de Simon Fouquet. Bonjour, une petite question pour Alexis. Tu as évoqué des divergences d'interprétation sur la naissance ou l'émergence du droit du travail, notamment entre les approches socio-historiques de Didry et Lemercier et les approches juridiques de Suppiot. Outre cela, qu'est-ce que l'on peut dire politiquement de cette émergence du droit du travail ? Est-ce qu'on peut y voir un mouvement critique de la démocratie représentative et politique, la revendication d'une forme de démocratie radicale et sociale? Merci pour vos questions. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, je commence par celle de Célia dans le prolongement de la question précédente. Bon, là, j'avoue mon ignorance. Vraiment, je ne sais pas. Alors, Anya y a répondu un petit peu, disons, au moins dans le Dalloz, c'est une catégorie du lexique qui est entrée, si j'ai bien retenu, l'an dernier, ou il y a 2 ans. Mais ce qu'on pourrait dire, donc je sais pas trop, voilà. En revanche, on peut faire des hypothèses, des scénarios réalistes, enfin plus ou moins réalistes, pour que, donc, du point de vue de cette approche de la philosophie sociale du droit, pour que le télétravail soit pris en compte, pas seulement comme une réalité qu'on sanctionne en disant qu'elle existe, et comme objet d'application du droit du travail existant, mais comme eh bien, il faudrait des mobilisations. Voilà, c'est ça mon idée. Le droit, par la jurisprudence ou même par la législation, même peut bien dire par elle-même, voilà un nouvel objet qui pose des questions, et donc les principes existants doivent y être appliqués, et ça pose telle ou telle difficulté, etc. Mais en revanche, si il était question, ce que je comprends aussi dans cette idée de développement du droit, à faire évoluer le droit du travail, s'il était question vraiment de réformer telle ou telle partie du droit du travail en prenant à partir de ce motif et de cette pratique, alors il faudrait des acteurs sociaux pour le défendre. Et pour l'instant, je ne vois pas trop. Mais c'est possible. Vous avez quand même des associations et des syndicats qui se préoccupent beaucoup depuis des années des souffrances spécifiques liées au travail sur ordinateur et notamment au pilotage par logiciel et par projet. Vous avez aussi un débat public qui existe quand même sur la souffrance au travail depuis, donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre de ma thèse il y a quelques temps maintenant, qui existe. Et donc, eh bien, on peut imaginer que de tels acteurs sociaux qui s'empareraient de cette question du télétravail comme enjeu de conflit et de revendication puissent faire évoluer le droit. Mais tout de suite, vous voyez la difficulté, dès qu'on a une approche comme ça, que j'appellerais du réalisme social, eh bien, le télétravail, c'est pas pour tout le monde, c'est plutôt pour les cadres, c'est pas les travailleurs et travailleuses les plus subalternes et celles et ceux qui souffrent déjà le plus, y compris des risques et des difficultés liées à la période du Covid.
et vous auriez une difficulté pour voir comment ces acteurs sociaux pourraient faire des alliances, pourraient dire en fait ce qu'on veut pour faire reconnaître les difficultés du télétravail, c'est la même chose que pour le travail à la chaîne. Vous voyez, c'est difficile, c'est pas évident, c'est pas tout le monde évidemment qui fait du télétravail. Et puis vous avez aussi évidemment des travailleurs et travailleuses qui sont très contents de pouvoir le faire pendant un temps, hein, parce qu'ils ont les conditions pour. Hein. Moi, vous savez que chez moi, c'est pas très grand, par exemple, moi, le télétravail, c'est pas super, et ça le reste toujours. Alors que on peut imaginer que pour certains et certaines, dans des cadres bien différents, ça le soit. Donc, ça nécessite de penser, voilà, ces questions vraiment d'action politique. Alors, il y a non, il y en a une. OK. Donc, la question de Simon. Alors, en fait, cette opposition que moi j'ai reconstruite entre les positions de Claude Didry, Claire Lemercier et d'autres, l'approche socio-historique, pourrait mettre aussi Alain Cotreau de ce côté-là, et l'approche juridique d'Alain Supiot. Il y a déjà des enjeux politiques, bien sûr, qui d'ailleurs sont explicités en partie par ces chercheurs. Donc, premier élément de la réponse, Alain Supiot est un juriste qui reconnaît vraiment assez volontiers l'ancrage, enfin, ça dépend, mais disons, qui reconnaît parfois l'ancrage de ces analyses dans un projet politique qui est celui, en gros, du catholicisme social. C'est le projet de l'OIT, aujourd'hui, de l'Organisation internationale du travail, autour notamment du travail décent, l'idée de travail décent qui est vraiment très important pour l'OIT. Et donc, c'est des acteurs spécifiques aujourd'hui, une certaine conception aussi de la démocratie, versus une autre conception, celle de Claude Didry, par exemple. Claire Mercier, je connais un petit peu moins, mais certainement qui s'y reconnaîtrait, qui est une approche plus conflictualiste, qui prend parti, le parti des travailleurs et travailleuses subalternes contre le parti des employeurs et des patrons. C'est la tradition de la philosophie sociale marxiste, marxienne et marxiste, très clairement. Donc déjà, il y a évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas le temps de développer, mais qui est important, si les normes du droit sont situées, l'analyse des normes du droit est située nécessairement aussi, socialement, historiquement, politiquement. Là, le travail du chercheur, c'est de clarifier, y compris sa propre situation, sa propre position à cet égard. Ensuite, il y avait une deuxième élément de la question, même plus explicitement, si je la comprends bien, c'est de dire, au départ de l'émergence du droit du travail, est-ce qu'il y avait des projets politiques qui étaient liés à telle ou telle option? Oui, bien sûr. Très clairement, en France, l'émergence du droit du travail, c'est à l'intérieur de la pensée de la République sociale. Les révolutionnaires de 1848, notamment, qui cherchent vraiment à instituer le travail, qui sont, on pourrait dire, travaillistes, au sens que ça a pu avoir au XXe siècle ensuite. Et c'est l'idée d'une république sociale, d'une démocratie qui ne doit pas simplement être politique, formelle, mais qui doit être ancrée dans tous les domaines de la vie. De mon point de vue, ce que j'ai appelé dans un de mes livres le travail démocratique, ce qu'on peut appeler aussi la démocratie économique, est quelque chose qui est plus explicite au début de l'émergence du droit du travail qu'ensuite. Ensuite, vous avez toujours, c'est ce que montre Didry notamment, des éléments qui vont dans ce sens-là. Ça culmine dans certains moments, dans les années un peu avant la Seconde Guerre mondiale, un peu après, vous avez vraiment cette idée de démocratie sociale ou économique, juste dans les années 60 en fait, qui est très importante. Et puis ensuite, vous avez le projet néolibéral qui est de dédémocratiser le travail, d'écraser complètement, si possible,
tout ce qu'il y avait de l'ordre d'une démocratie économique possible. À l'inverse, dans l'approche, disons, Alain Supiot est plus héritier, hein, qui est aussi l'approche des solidarités. Vous voyez, c'est toujours très compliqué, en fait, quand on refait des généalogies. Dans les années 30, il y a les solidaristes, notamment Célestin Bouglet ou Paul Pic, qui, eux, ont plutôt... Leur concept, c'est pas tellement la démocratie, c'est la solidarité. Voilà, pour vraiment faire une grande opposition comme ça. La société, donc c'est une forme de socialisme, hein, la société s'appuie sur la solidarité, le travail est un des ciments de cette solidarité. La question n'est pas tellement celle du pouvoir, ça on peut rien y faire avec le droit, hein, dans cette perspective. En revanche, c'est la question des droits humains et des relations et de la construction de collectifs. Voilà. On pourrait dire que c'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est droits humains et construction de collectifs, ou alors est-ce qu'il y a l'idée de l'autonomie, de la maîtrise sur l'activité de travail, et donc de la démocratie au sens là. Et on aurait pu peut-être développer, tu avais lancé ces pistes en introduction, qu'est-ce que la solidarité, qu'est-ce que la subordination, réfléchir au contenu de ces notions. Alors ce sera pour une prochaine fois, j'imagine. Une question de Jérémy Sicot. Je pense que tu y as en grande partie répondu, mais je te laisse le préciser toi-même éventuellement. Je ne sais pas si ça a été dit, mais est-ce que le télétravail a éloigné les salariés, poussé dans un individualisme, ou si les liens entre les salariés comme l'esprit de solidarité se sont développés? Bon, comme toujours, mais je fais exprès d'insister, il faut des enquêtes, quoi. Et les enquêtes, ça prend un peu de temps. Donc, je ne sais pas trop, mais je peux m'appuyer sur mon expérience, hein, pour discuter là. C'est intéressant qu'il y ait tellement de questions sur le télétravail et ce qui se passe en ce moment. Il se trouve que je suis en train de finir là, donc c'est une recherche un peu différente sur les questions écologiques, mais qui sont liées avec le droit. Un livre d'entretien avec une sociologue de la santé au travail, avec qui Anité parle pas mal, hein, de qu'est-ce que la crise sanitaire-là a produit sur les relations de travail, sur y compris les luttes sociales, syndicales, mais aussi simplement le travail réel de tous les jours. Et c'est très complexe et très difficile aussi à saisir de manière homogène, parce qu'il y a des situations très très différentes. Mais on pourrait dire que oui, il y a ce risque, hein, il y a ce risque. Moi, je peux effectivement témoigner, non pas forcément d'un individualisme, mais d'une individualisation, du fait que ce soit plus difficile de constituer des collectifs de travail. Hein. De fait, une partie des collectifs de travail auxquels je participe se sont un peu désagrégés en fait dans la période, parce que il y a un repli sur d'autres choses. On n'a pas le temps, il n'y a pas l'énergie, c'est difficile, voilà. Mais en même temps, il y a des formes de solidarité possibles qui se développent. Là, vraiment, je vais faire une remarque complètement de sens commun qui n'a rien à voir avec la philosophie ou autre, mais pour finir avec ça, depuis l'année dernière, j'ai jamais eu autant de gens au téléphone ou par WhatsApp ou autre, et il y a des choses qui avant ne relevaient pas d'une discussion, qui maintenant, voilà, ne nécessitaient pas une discussion ou une concertation, qui maintenant en font l'objet plus volontiers, plus habituellement. Hein, ça a aussi forcé des formes de coopération ou à expliciter certaines règles tacites. Voilà, il faudrait voir. D'une manière générale, l'individualisme, je sais pas, il y a de l'individualisation dans des formes d'organisation du travail, et en réaction à cela, c'est ce qu'on voit depuis beaucoup plus longtemps, il y a de nouvelles formes de coopération qui se mettent en œuvre, comme pour les coursiers Uber, Deliveroo, dont je parlais tout à l'heure, par exemple. On ne peut pas dire qu'ils sont individualistes, ça n'a pas grand sens. On peut dire que le rapport au travail qu'on leur impose est plus individuel, mais qu'ils doivent chercher, idéal, d'autres formes de collectifs de travail, d'autres formes de coopération. Merci beaucoup, Alexis. Il est 15h34. Nous étions engagés à terminer le séminaire à 15h30. Donc, des mots de vif remerciements pour ce séminaire que tu nous as offert. Je le redis, il y aura une version publiée
pour que vous puissiez compléter la réflexion par vous-même. On communiquera sur la publication. Et je clôture donc ce séminaire en te félicitant, puisque je t'ai remercié, mais je ne t'ai pas félicité et je tiens à le faire. Et merci beaucoup pour la présence, pardon. Et moi aussi. et à vous. À bientôt.